c'est pas un titre putaclic, j'arrête vraiment, viens on s'aime. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi j'arrête, ce que ça veut dire, ce que ça implique, mais pas que. Chaque année en décembre, je fais mon bilan de l'année, mon bilan perso et pro aussi. C'est la seule fois où je parle de moi dans l'année, et donc c'est un rendez-vous fidèlement suivi chaque année. Il n'y en aura pas en décembre, donc je le fais maintenant, apparemment. Donc c'est la dernière vidéo de ma chaîne. Tu vas voir, chère tourterelle, que c'est logique aussi que je fasse ce bilan, plutôt que je fasse juste une vidéo où je dis que j'arrête, étant donné tout ce qui s'est passé pour moi cette année. Ça baigne? Je te le dis une dernière fois. Après, j'en parle plus. Je pense que tout ça, il faut le péter. Vraiment, moi, j'ai envie d'y aller au burinaire, bam bam, faire tomber des blocs, les recasser en bas, les évacuer. Et nous faisons cette ultime vidéo accompagnée de mon merveilleux conifère Labis nordmanniana Golden Spreader. Parce qu'il spread comme ça, et il est gold parce qu'il illumine les jardins et les cœurs de sa couleur dorée à l'arrivée du froid. Donc l'été, il est vert comme ça, et il y a un petit peu de jaune qui reste quand même. Et donc, en poussant, et il devient une espèce de gros coussin plat avec un port un peu étagé absolument incroyable, et il est jaune l'hiver. Comme tous les bilans de l'année, je le commence par mon mot de l'année, puisque chaque année, au début de l'année, je choisis un mot, un fil rouge qui va m'accompagner tout le long de l'année. Et en fait, ce mot, scrupuleusement choisi, c'est une espèce de besoin global avec lequel je vais traverser toute mon année. En 2024, exceptionnellement, j'en avais deux qui étaient artistes et ressources. Et cette année, j'en ai un, et c'était le mot essence. Enfin, c'est toujours le mot essence, puisque l'année n'est pas terminée. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé pour moi cette année, c'est important que je fasse un petit flashback résumé de l'épisode précédent. Où est-ce qu'on en était au bilan de l'année précédente, le 27 décembre 2024 ? Déjà, j'avais expliqué qu'au lieu de publier 2 vidéos par mois comme je l'avais fait jusque-là, j'allais publier une vidéo par mois. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je disais que j'avais une espèce de projet sur 2 ans de laisser un peu plus de place à mon moi artiste. Puisqu'après tout, à la base, je ne suis pas coach, je viens d'un milieu artistique. Donc ça, c'était le plan pour 2024. Le plan, c'était aussi de faire mon premier lancement pour mon nouveau programme, mon nouveau coaching, l'Amour Sécure, dont j'ai parlé un peu toute l'année dans chacune de mes vidéos, qui est mon meilleur programme, le programme que j'ai le plus bossé, que j'ai fait avec le plus de cœur, mon programme le plus ambitieux aussi, dans lequel j'ai mis le plus de ressources pour vraiment vous accompagner, mes tourterelles, à vous sentir en sécurité dans vos relations amoureuses. Puisque à force d'accompagner mes tourterelles sur le sujet des rencontres amoureuses, évidemment, je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet des ruptures amoureuses, mais c'est surtout que j'ai remarqué, en tout cas pour les personnes qui viennent à moi, que ces personnes ont des difficultés dans leur vie amoureuse parce qu'il y a toujours une insécurité quelque part. En général à l'intérieur, qui du coup se projette à l'extérieur. Donc j'avais décidé de faire vraiment un programme qui vient travailler sur les insécurités en question pour pouvoir se sentir en sécurité intérieure et extérieure, et donc pour que la belle vie amoureuse que tout le monde attend, elle puisse se passer comme une conséquence naturelle de ça. Donc ça, c'était le plan sur la scène, et côté coulisses, en fait, mon plan, c'était effectivement de publier une vidéo YouTube par mois, mais d'en tourner 2. Et de publier la 2e vidéo que j'aurais tournée en 2026 avec une vidéo par mois aussi, pour que je n'ai pas de vidéo YouTube à tourner en 2026. Parce que mon plan pour 2026, le fameux projet sur 2 ans qui se préparait en 2025 pour qu'il soit vécu en 2026, c'était de prendre une année sabbatique. Et en gros, de préparer tout 2026 en 2025, donc programmer 12 vidéos sur YouTube, programmer leur newsletter et programmer également toutes les questions du dimanche que j'envoie par mail. Donc ça, c'était pour la partie gratuite réseau, et pour la partie payante, je comptais juste faire mes coachings de l'Amour Sécure, puisque une fois que les vidéos du programme allaient être tournées, en temps effectif de travail, ça m'en demande pas trop, donc c'était gérable et je pouvais faire plein de choses à côté. Et donc pas d'équipe, je fais tout solo parce que tout a été anticipé avant, et on se débrouille comme ça au moins pendant 1 an pour que je puisse souffler après cette dure année d'entrepreneuriat. Et j'ai aussi dit que je savais pas trop ce que ça allait donner, ce plan, parce que mon année 2024 se terminait bizarrement. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Ah, j'espère que ça n'a pas de lien avec ce qui t'est arrivé il y a quelques années. »
Et si, le 20 décembre 2024, j'ai appris que je faisais une récidive du cancer du sein. Joyeux Noël, joyeux 1er de l'an, joyeux anniversaire maman. Donc ça fait jamais plaisir, même si quand on en a eu une première fois, à un moment, même si je pensais que ça n'arriverait jamais d'en faire un deuxième, bon, voilà, on est moins choqué. Mais j'ai quand même été très choquée, puisque quand on fait un deuxième cancer du sein, on a une mastectomie. Et ça m'a complètement bouleversée. J'avais peur de l'opération, j'avais peur de l'après, j'avais peur que Jordan me quitte, je vais y revenir. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tous mes projets en fait là? Mes projets que je suis censée faire maintenant, j'apprends ça littéralement à la veille de mon lancement le plus ambitieux, de mon programme le plus ambitieux. Puisque l'amour sécure, je devais le lancer en février, et donc faire le premier module en janvier et le lancement, préparer le lancement. Donc j'avais un gros janvier bien vénère, et puis la suite aussi, puisqu'il y avait tous les modules à faire, et il y en a 5. Donc, vraiment relou. Est-ce que je mets tout en pause? Ouais, mais ça craint, parce qu'en plus, je viens d'augmenter Stéphane, qui est mon collaborateur principal depuis 4 ans, et donc je venais d'augmenter son poste pour qu'il structure tous les coulisses, pour que je puisse toucher de nouvelles personnes à travers des publicités sur les réseaux sociaux notamment. Stéphane qui vient de quitter son travail salarié, je pense qu'il l'aurait fait même sans, parce que ça se passait pas comme il voulait, mais bon. Et puis en soi, j'ai suffisamment de trésorerie pour faire une vraie pause maintenant, voire même pour faire mon année sabbatique maintenant. Année sabbatique que je voulais faire en janvier 2026, mais là si ça se trouve je dois le faire maintenant, en janvier 2025. Mais je suis deg, je suis tellement deg, je suis pas prête en fait. Et puis j'ai envie de voir ce que mon programme L'Amour Sécure il a dans le ventre. Ça fait des mois que je travaille dessus avec une ingénieure pédagogique. Je dois le sortir demain et là, paf. Et bien sûr, le fait que j'ai de la trésorerie, ça m'a donné une sensation de sécurité non négligeable et même essentielle. Parce que je me dis, bon, tu sais quoi, si je fais ça et que je me foire, au pire, c'est pas un ultime foirage, j'ai une marge de sécurité, donc ça se tente. Puisque de toute façon, si je m'arrête là, je vais faire quoi? Je vais juste angoisser, je vais juste ruminer tout le temps et je vais angoisser de la suite. Je veux dire, déjà, un cancer du sein, ça chamboule. Si en plus je dois chambouler tout le reste de ce que j'ai prévu, non, là, c'était vraiment trop pour moi. Quand bien même, assurer tout ce que j'ai prévu est aussi énorme. Et comme on dit, choisis ton problème. Donc j'ai choisi le problème de maintenir et de me la coller sévère en travail, et voilà. J'ai oublié de dire un truc qui a ultra pesé dans ma balance, de continuer mes projets tels que je les avais prévus, plutôt que d'arrêter parce que j'étais malade. J'avais donc ce gros projet d'année sabbatique, plein d'envie, et je voulais que ma trésorerie serve à me payer cette année sabbatique, et pas un cancer badant. Et à plein d'égards, je ne regrette pas du tout. J'ai géré tout ça de manière très discutable, et j'en parle pas là pour en discuter, c'est fait, voilà. J'ai fait comme tout le monde tout le temps, j'ai géré ça comme j'ai pu avec les ressources, la conscience, les émotions que j'avais. Donc j'ai combiné ce fameux lancement avec un cancer du sein. Donc on est quand même pas loin des 3 pires mois de ma vie. Olive? Olive! Maman, petit flemmard! Ah viens! Olive! Pour parler rapidement de cet épisode cancer, parce que ce n'est pas une vidéo sur le cancer du sein, et en même temps c'est nécessaire que j'en parle, et aussi parce qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler là-dessus. Désolée, c'est peut-être pas très joli avec ma jambe, j'ai des fourmis. Un cancer du sein, quand t'apprends ça, t'as je crois 1 milliard de rendez-vous dans tous les sens. Et donc comme j'avais des opérations qui étaient prévues, j'avais tout un tas de rendez-vous à prendre. Ouais, Olive! Oh Olive, tu peux venir à la caméra, mon Olive? Et donc voilà, je voulais pas tout chambouler mes plans, mais ils étaient quand même de fait chamboulés, puisque j'avais des opérations qui étaient prévues, et donc il fallait que je réorganise un minimum mon lancement. Ce qui a été vraiment, vraiment très très chiant, parce que quand tu as un rendez-vous, tu as un rendez-vous parce qu'il y a une question à régler, et donc tu fais ce rendez-vous, et donc tu as une réponse, mais tu as une nouvelle question, et avant d'avoir la nouvelle réponse, faut attendre 15 jours, parce qu'il faut solliciter un autre médecin, et en fait c'est comme ça pendant 2 mois. En plus, je voulais absolument avoir une reconstruction mammaire immédiate, et donc il fallait que je choisisse parmi les
3 possibilités de reconstruction, les 3 techniques que je pouvais avoir, toutes forcément avec leurs avantages et leurs inconvénients, et tu connais rien, enfin voilà, tout a un enjeu monstrueux. Et donc c'était assez pénible à vivre puisque j'ai fait le choix de ne pas en parler à ma famille pour ne pas créer d'anxiété et que je doive gérer cette anxiété. Trop lourd à porter pour moi. Et j'ai fait le choix aussi de ne pas en parler sur internet pour ne pas dévier l'attention de ce qui comptait le plus pour moi, c'est-à-dire mon lancement. Donc évidemment, quand j'ai su tout ça, j'ai prévenu mon équipe, ma thérapeute qui m'a beaucoup soutenue. Et la première personne que j'ai prévenue, c'était Jordan. Jordan que j'ai appelé directement après mon rendez-vous d'annonce, même pendant mon rendez-vous d'annonce. Et donc j'avais peur qu'il me quitte, pas sur le champ, évidemment. Et non pas que j'avais peur qu'il me quitte parce que ça lui ressemble, mais parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça. Et c'est suffisamment, beaucoup de mecs, c'est suffisamment un sujet pour que ce soit la première chose que la médecin m'ait dit. Elle m'a demandé si notre relation était solide et donc je savais exactement ce qu'elle voulait dire par là. Disons que je m'attendais pas à ce qu'il me quitte, mais j'aurais pas été surprise puisque je sais que ça arrive beaucoup. Donc j'aurais pas été surprise, j'aurais été juste profondément déçue et profondément vénère. Et donc profondément traumatisée, comme toutes les femmes que leur mec largue à ce moment-là, parfois en plus avec une famille. Messieurs, qui voulez-vous être dans cette situation? Ce n'est pas le moment de nous quitter. Retroussez-vous les manches, vous allez survivre à ça. Vous avez même plus de chances de survivre que nous. Alors oui, je sais, c'est dur si jamais nous, on ne survit pas. C'est dur de perdre sa femme. Et qui avez-vous envie d'être dans cette situation? Parce que vraiment, moi je me questionne sincèrement comment les mecs qui quittent leur femme suite à un épisode comme ça, comment ils vivent après avec ça? Comment ils vivent avec le fait qu'ils sont le mec qui a quitté leur femme parce qu'elle avait un cancer, parfois même avec leurs enfants? Messieurs, vous avez une opportunité géniale de grandir et plutôt que de traumatiser une femme, de la guérir. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Jordan et moi. C'est-à-dire que non seulement Jordan ne m'a pas quitté, ça ne lui a même pas traversé l'esprit, mais surtout il a été incroyable. Et ce, sans rien faire de spécial, juste en étant là, juste en étant présent. Alors il a aussi fait des choses spéciales, mais il a vraiment été mon ancre dans toute cette aventure. Et je ne l'ai jamais vu broncher. Et je sais que lui, il a trouvé du soutien auprès de ses pairs pour travailler sur ce que ça lui faisait vivre à lui. Et donc je lui suis juste tellement reconnaissante de comment il a géré ça avec lui-même et avec moi. D'autant plus que moi malade égale moi fardeau. Je l'explique pas. Si je suis malade, j'ai la sensation d'être un fardeau pour le monde, et donc évidemment pour mes proches. Donc je n'attendais rien de Jordan, puisque je n'allais rien lui demander, moi étant un fardeau. Mais je vais revenir sur cet aspect-là dans quelques instants, puisque cette deuxième maladie a aussi révélé quelque chose chez moi que je ne soupçonnais pas, et donc mon couple aussi a eu un impact là-dedans. Long story short, j'ai eu 2 opérations, une première en janvier pour enlever les cellules malades, et une deuxième en mars pour enlever mon sein en entier. J'avais très très peur de la deuxième, j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur d'être moche, j'avais peur d'après, j'étais juste terrorisée. Jordan m'a accompagnée pendant les 2 opérations et il m'a tellement bluffée parce que donc j'étais hyper angoissée le matin de cette deuxième opération, donc de la mastectomie. Et Jordan, avec son génie, a transformé ce moment triste et angoissant en un moment triste, mais avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de rire. Il m'a fait tellement rire ce matin-là, juste avant que j'aille au bloc, parce qu'il m'a offert un cadeau. Et il m'avait dit, j'ai une surprise pour toi, il y a moyen que ça fasse un flop complet et que juste t'aimes pas le cadeau. Je prends un risque. Et donc je n'anticipe pas forcément, il m'avait teasé. Et son cadeau, je vais garder pour moi ce que c'est, juste parce que voilà, j'ai envie de le garder pour moi, m'a fait tellement rire, et je comprends pourquoi il s'est dit que ça ferait sûrement un flop, je comprends vraiment, mais ça n'a pas fait un flop, parce que ça m'a tellement touchée.
j'ai vu droit dans toute l'intention, dans tout l'amour qu'il y avait dans ce cadeau. Et ça a complètement transformé ce moment-là. Et j'ai repensé juste au moment qu'on venait de vivre et à ce que ce cadeau allait nous permettre de vivre. Et voilà, je suis juste allée avec mon opération, avec ça en fait. Et franchement, je m'attendais pas du tout à y aller dans cette disposition-là. Il a complètement transformé ce moment. Et ça m'a fait tellement du bien. Et au final, l'opération s'est très bien passée. Je n'ai pas eu mal. Je ne suis pas moche. La chirurgienne a fait un travail incroyable. Tout le monde est épaté. Alors je ne montre pas ça à tout le monde, mais tout le corps médical, je me dis, dis donc, elle a sacrément bien bossé. Et oui. Et je suis tellement reconnaissante de ce qu'elle a fait, mais aussi de la manière dont elle m'a accompagnée. J'ai été hyper bien accompagnée, de manière générale. Donc j'ai pu souffler 15 jours après cette opération. 15 jours au jardin. Salutaire, vu les 3 mois que je venais de passer. Et voilà. Et j'ai prévenu ma famille juste avant l'opération quand même. Et donc ça s'est très bien passé aussi. Olive. Tu me fais si rire. Donc clairement, j'étais vraiment deg de faire ce programme qui me tenait tellement à cœur dans des conditions pareilles. Vraiment, le médical, ça m'a pris toute l'énergie qui me restait. Et en plus de ça, j'ai ma community manager qui s'occupait d'Instagram, qui a brusquement arrêté notre collaboration en février. Donc déjà, ça m'a choquée, ça m'a énormément affectée parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc on a pu mettre les choses à plat et on s'en est bien sorti en termes d'affect. Mais forcément, au milieu de tout ça, ok, j'ai plus de community manager, qu'est-ce que je fais ? Rien, je solde la question d'Instagram en fait, parce que j'ai vraiment un truc love-hate avec Instagram. C'est une plateforme que j'aime beaucoup et en même temps, pour le business, vraiment je trouve ça ultra chiant. Franchement, ça me vide. Et autant en perso sur mon Instagram jardin, ça me fait plaisir et tout, autant vraiment en business, je trouve ça hyper relou. Et c'est très lourd pour moi à gérer, donc c'est pour ça que j'avais pris quelqu'un pour le gérer, mais je pouvais pas non plus tout déléguer. Et là j'ai soldé la question parce qu'il était hors de question que je reprenne un ou une community manager et que je réexplique tout, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fini par déserter Instagram en fait. Et au final, dans tout ça, j'étais quand même contente d'accompagner mes clientes parce que c'était vraiment des personnes qui étaient bien qualifiées. Et donc quand j'ai fait tous les appels et qu'on a commencé les coachings de groupe, vraiment, j'étais contente de ces groupes-là en fait. Et globalement, j'ai été très contente du programme que j'ai créé, que ce soit dans les modules et dans le format que j'ai trouvé chouette pour tout le monde. Évidemment, un groupe, même petit, ça prend un petit peu de temps à prendre, mais la sauce a pris. Et vraiment, j'ai pris du plaisir à accompagner les quelques personnes qui ont fait partie de la première promo. Et les voir s'impliquer, les voir se saisir de la pédagogie, des outils et les voir s'ouvrir, les voir changer, évoluer et faire leur premier progrès, ça forcément ça fait hyper plaisir. La décision d'arrêter, elle n'a pas du tout été prise d'un coup. D'ailleurs, ça fait un moment finalement qu'elle est dans le décor parce que, et même depuis le début, je me dis, bon, vais-je faire des vidéos sur les relations amoureuses toute ma vie ? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est tout. Mais je me sentais quand même bien avec ce nouveau programme de l'amour sécure, avec ces nouveaux sujets sur l'attachement, sur le système nerveux, etc. Ça me correspondait plus comme sujet que les précédents que j'avais pu traiter, donc j'avais un regain d'énergie, j'avais envie de l'exploiter. Je me suis dit, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais je repars pour 5 ans avec ça. Et j'ai jamais su ce que je ferais d'autre en fait. Je me suis déjà posé la question, même bien antérieurement, si demain il n'y a plus de vie en SEM, qu'est-ce que je fais ? J'en sais rien.
Et si, admettons, je devais reprendre un travail, à quelle porte j'irais toquer? À part aller faire caissière à Biocoop, là, je vois pas. Et même si, évidemment, comme dans tout chemin entrepreneurial, il y a toujours eu des hauts, des bas, des espoirs, des désespoirs, des illusions, etc. Évidemment que le contexte de cette année, il a pesé dans la balance. En fait, il a juste précipité toutes les questions que je me posais depuis déjà longtemps. Tout cumulé, j'ai atteint un niveau de fatigue que j'avais jamais connu, et c'est ça qui a fini par me faire trancher. Disons qu'en plus de mes préoccupations médicales et mes préoccupations sur mon avenir, il y a eu un point de non-retour en juin. J'ai décidé d'arrêter mon équipe, tout simplement parce que j'y arrivais plus, en fait c'était trop lourd à porter. Je ne faisais que, depuis le début de l'année, revoir tous mes plans à la baisse. Donc à un moment, voilà, je devais stopper l'équipe en décembre. Je me suis dit, ok, en fait je stoppe en septembre, et puis en fait j'ai stoppé en juillet, quoi. Et ça, j'ai un peu perdu pied en fait, et ma psy m'a envoyée chez le médecin, donc j'ai pas fait la maline. Et suite à ça, je me suis dit ok, en fait je vais pas juste prendre une année sabbatique, en fait j'arrête. Ma psy qui m'a demandé, mais en fait jusqu'où faut que vous alliez pour voir l'évidence dont vous me parlez depuis 2 ans. Donc une petite phrase qui a fait son petit effet, sachant que Jordan m'avait déjà dit quelques semaines ou quelques mois auparavant, bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et dit comme ça peut sonner un peu bon, mais il y avait tellement d'amour dans sa phrase, parce qu'il voyait à quel point ça me mettait mal, et que globalement, vivre ensemble n'est pas une aventure facile en fait, hein, donc mes proches me voient galérer. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé que je voulais arrêter, 100% des réactions que j'ai eues, c'est « Ah bah je comprends ». Alors on pourrait se dire, bah oui évidemment que t'as fait que revoir tes plans à la baisse, en fait il fallait les revoir à la baisse depuis le début, mais j'en étais incapable, et je ne regrette rien du tout, quand bien même ça m'a poussé dans mes retranchements. Bah au moins, je vais terminer sur une note de satisfaction réelle d'avoir donné le meilleur de moi dans ce programme. J'avais pas encore eu ce sentiment de satisfaction dans les précédents, même s'ils étaient toujours de mieux en mieux. Et d'accord, j'irai apparemment pas jusqu'où je voulais aller avec ce programme. Maintenant, qui sait de quoi demain est fait? Certainement pas moi. Mais au-delà de ce que mes clientes retirent et retireront de ce programme, et au moins je l'ai fait, et au moins je suis fière de moi. Et ça n'avait pas été le cas jusque-là. Et si ça se trouve, faire ce programme, ça servait juste à ça. Alors c'est cher payé, mais bon, apparemment, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui se sont révélés les uns après les autres, dont j'ai pris meilleure conscience, ma thérapie aidant, puisque voilà, au fur et à mesure des années, j'apprends à mieux m'écouter, à revenir à moi, à faire le tri, faire preuve de discernement dans ma vie de manière générale. Et un truc qui m'a bien cogné la gueule quand même, c'est que avant l'opération, je me suis imaginée après mon opération, sur mon lit d'hôpital, avec Jordan à côté de moi, et je me suis dit, je vais être en train de rien faire pendant plusieurs jours, en train d'être capable de rien faire. Il va penser que je suis un échec. Je m'auto-discerne une médaille d'or de la projection, donc, mais voilà, je me suis vue penser ça, et je me suis dit, ok, là, il y a un gros problème. En fait, j'ai pris conscience de ce conditionnement qui drive toutes mes actions. J'ai pris conscience de ma propre onde toxique à l'intérieur même de mon travail, de mon rapport à la performance, et que en fait ça gouverne juste toute ma vie. Et maintenant, vu comme ça, on pourrait se dire ouais, en fait ça semble assez évident, mais vraiment en prendre conscience du truc comme ça fait pas du tout le même effet. À partir de là, ou peut-être même un peu avant, mais ça fait partie du même dossier, je n'ai cessé de demander à Jordan: est-ce que tu m'aimes même si j'ai un cancer? Est-ce que tu m'aimes même si je rate mon lancement? Est-ce que tu m'aimes même si je rate tout et que en fait j'arrête bien en SEM? Est-ce que tu m'aimes même si j'ai un sein en plastique? Est-ce que tu m'aimes même si je gagne pas d'argent? Est-ce que tu m'aimes même si je suis caissière? Est-ce que tu m'aimes même si je n'arrive pas à guérir mon poisson? Oui, parce qu'en plus de tout ça, j'ai eu plein de problèmes avec mes poissons, et donc j'ai dû m'improviser vétérinaire poisson. Bref. Et à chacune de ces questions, Jordan a toujours répondu inlassablement, avec le même calme et la même putain de patience: oui. Et voilà, c'est des questions un peu débiles, mais je crois que si je me suis
autorisé à les lui poser aussi, c'est parce que je me suis dit ok, je pense qu'il m'aime. Et j'ai besoin d'aller me rassurer sur jusqu'où il m'aime. Cet épisode médical, ça a été tellement vulnérable pour moi que Jordan me voit là-dedans. Alors, je me sens en sécurité avec lui, c'est pas la première fois que je me montre vulnérable à ses côtés, mais là on touche un autre niveau. Et vraiment, être sur un lit d'hôpital avec mon mec à côté, pas cool. Quand bien même il est d'un soutien infaillible, c'est vraiment difficile. Et le voir, l'entendre répondre oui quand je lui demande « est-ce que tu m'aimes ?» même si j'ai la gueule déformée par l'anesthésie, bah, au bout d'un moment, à force de répétition et de congruence aussi entre ses paroles, ses actes, son ton, j'ai fini par me dire « putain mais il m'aime vraiment en fait ». On peut se dire, bah oui, ça fait 5 ans que t'es avec, tu te dis ça qu'au bout de 5 ans. Et bien sûr que je me suis déjà sentie aimée par lui. Mais là encore, on touche un autre niveau. Et en fait, je me suis sentie aimée à un niveau que j'avais jamais expérimenté. Je me suis dit, ah ok, c'est ça. Il y a quelques années, j'ai fait un stage qui était animé par un couple qui était ensemble depuis 30 ans. Et quand ils ont commencé le stage, ils nous ont dit, bah ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on commence à se faire confiance. Parce qu'en fait, plus on avance ensemble, plus on découvre des niveaux de confiance qui étaient inconscients. On découvre en fait ce que ça veut vraiment dire se faire confiance. Et donc là, bah, je sens que j'ai franchi un palier dans « ah ok, c'est ça, se sentir aimé ». Et vraiment, cette honte, elle a été hyper présente dans ma décision d'arrêter Viens on s'aime. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça a mis autant de temps, déjà que je le vois, et puis que j'accepte, et puis que je traverse toutes les émotions qui y sont liées. En fait, je me suis dit, mais si j'arrête, je suis celle qui abandonne. Et comme j'ai un petit capitaliste qui est très musclé, comme beaucoup d'entre nous, et que voilà, on est martelé à coups de faut pas abandonner, lâche rien. Bon bah, j'ai complètement intériorisé ce discours-là, je me l'applique évidemment, et donc là, arrêter, c'est être celle qui abandonne. C'est vraiment être le quitter, quoi. Et bien évidemment, il y a plein d'autres histoires à se raconter à propos du fait d'arrêter un quelconque projet. Je peux être celle qui me choisit, je peux être celle qui choisit juste de tourner une page, de faire une autre expérience. Il y a plein d'histoires, ok. Mais moi, l'histoire avec ma honte, bah clairement, elle a pris toute la place. Donc à force, alors j'en reviens, mais putain, c'est quand même bien accroché, quoi. Donc oui, ok, j'arrête. Évidemment que ça m'a traversé l'esprit plein de fois avant que je prenne la décision, parce que je réfléchissais à l'après. Et je voyais bien que une part de moi avait envie de continuer certaines choses, et puis une autre aspirait à d'autres. Donc qu'est-ce que je fais si j'arrête? Et le truc, c'est que ça faisait déjà 1 an que j'étais en train d'étudier le marketing pour les artistes. Parce que moi, je rêve d'être artiste, mais c'est hors de question que je sois artiste et pauvre. C'est mon pire cauchemar, ok? Donc quand j'ai commencé à ouvrir la porte pour renouer avec mon artiste et peut-être faire voilà, un métier de ça, puisque voilà, quitte à y aller, autant y aller à fond et pas juste faire un petit hobby qui fait des peintures numéro d'art, avoir un espace créatif qui me permet de faire ce que j'ai envie. Bon bah le truc c'est qu'au moment où j'envisage ça un peu sérieusement, j'ai pas d'énergie, je suis en économie de ressources totale, donc c'est le pire moment pour faire des plans de carrière. Donc qu'est-ce que je fais si j'arrête? En fait j'ai juste des scénarios catastrophes qui arrivent et c'est finir caissière. Et il s'est passé un truc très intéressant à propos de ce finir caissière. Déjà j'étais dans le programme de Charlotte Apieto, qui est donc une entrepreneuse qui travaille sur la Dolce Vita dans le business. Elle a appelé son nouveau business Dolce Business, donc ça me parle beaucoup. Et dans un de ses programmes, puisque j'en ai pris plusieurs chez elle, elle parle de désactiver la peur de redevenir salarié. Bon, en l'occurrence, je ne l'ai jamais été, mais la peur de prendre un boulot alimentaire si jamais ça marche pas, parce que si on en a peur, en fait tout ce qu'on fait c'est par fuite de ça. Et donc ça conditionne vachement de trucs dans la vibe qu'on dégage dans notre business. Chose que je trouve tout à fait pertinente. Et donc moi, comme tu l'as entendu cher Tourterelle, j'ai pas juste un truc avec être caissière, j'ai un truc avec finir caissière. C'est la dead end pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis caissière, après c'est bon, ma vie elle est finie.
Et en fait, j'ai pris conscience que j'avais un trauma d'enfance lié à ça, où mes parents, avec toutes les bonnes intentions du monde pour que leurs enfants réussissent dans la vie, quoi que ça veuille dire, pointaient du doigt les caissières à Auchan. Ils me disaient, bah, tu vois, il faut que tu travailles à l'école parce que sinon tu vas finir caissière. Et en fait, j'ai pris conscience de la terreur qui avait été liée à cet apprentissage-là. Et il s'est passé un truc super intéressant, justement. Rien que pour ça, j'ai bien fait de lancer mon programme L'Amour Sécure. Parce que donc il y a une personne dans L'Amour Sécure. Au début, on fait les présentations. Et puis on dit, bah voilà, qu'est-ce que tu fais comme métier, ou c'est quoi ta passion, etc. Bref, présentation. Et donc, il y en a une d'elles, et je les remercie pour ça. Elle dit, bah moi, voilà, je suis passionnée d'éducation canine et j'ai été comportementaliste canin. Mais l'entrepreneuriat, ça m'a saoulée, c'était trop dur, trop de stress. Donc bah, maintenant, je suis caissière et ça me va très bien. Voilà, et ça nourrit plein de mes besoins. Donc j'ai demandé de développer. Et juste qu'elle dise ça comme ça et qu'en fait elle le vive bien et que ce soit aussi une personne à qui je peux globalement m'identifier, voilà, quelqu'un qui est passionné des animaux en plus, et puis qui finalement est caissière et qui en fait le vit bien. Sacré recadrage. Donc très intéressant. Et bien sûr je n'ai pas le projet d'être caissière, mais mine de rien, après cette année, je me dis, bah tu sais quoi, si ça doit arriver, bah ça arrivera. Et je vais pas finir caissière. et si je dois reprendre un boulot alimentaire, et bah tant pis. Et non seulement tant pis, mais je crois que je préfère ça aujourd'hui que continuer dans les conditions que j'ai expérimentées dans Viansem jusque-là. Et quelque chose qui m'a énormément animée aussi, dans le même genre, c'est la peur de finir sous un pont. Voilà, si j'arrête Viansem et que je n'ai plus d'argent, parce que c'était ça tout mon scénario que je m'étais faite sur les années à venir, et c'était ça ma stratégie unique pour subvenir à mes besoins actuels et futurs, puisque j'avais plein de projets que je comptais financer avec Viansem, donc ça remet vraiment plein de choses en question que j'arrête. Et du coup, je me suis dit, en fait, voilà, ça se trouve, je vais finir sous un pont et je vais tout perdre. Il y a tellement d'enjeux, en fait, autour du fait d'arrêter et de manquer d'argent, terrorisée de ça. Alors même que j'ai pas un train de vie énorme, je veux dire, je peux subvenir à mes besoins avec un boulot alimentaire, en vrai, hein, sans trop diminuer mon train de vie, en réalité. Mais voilà, peur de finir sous un pont. En gros, si j'arrête, il n'y a pas d'entre-deux, pensée binaire à fond, classique. Soit je suis pleine de succès, je vais de l'avant, soit je finis sous un pont. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Alors que, techniquement, factuellement, le pire qui peut m'arriver, et j'ai cette chance, c'est de retourner chez mes parents en fait. J'ai des bonnes relations avec eux, ils habitent pas très loin, j'ai aménagé pas très loin exprès pour rester en lien avec ma famille, etc. Donc en fait, au pire, je peux pas être à la rue sous un pont. Mais dans mon scénario émotionnel, ça y était pas. Donc j'ai fini par le remettre, grâce à Stéphane d'ailleurs, dans le bon ordre. Et en fait, je me suis dit, ok, si jamais je passe de ma maison à un pont, sans intermédiaire, je peux toujours demander à mes parents si je peux venir chez eux. Voilà, c'est ça l'ordre où je me suis dit, ok, en fait, je suis pas obligée. Voilà, j'ai quand même un levier, quoi. Une fois que je suis sous le pont, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà. Même là-dessus, Jordan m'a sorti un truc qui m'a tellement fait bugger quand je lui ai avoué que j'avais peur de finir sous un pont. On était en train de manger un burger vegan et il m'a dit, je viendrai avec toi sous le pont. Et j'ai esquissé un sourire et j'ai juste pleuré. Et il m'a dit, on mangera des sandwichs triangles qu'on trouvera dans des poubelles. Et pareil, gros recadrage, ça m'a profondément émue et ça a vraiment guéri quelque chose qui me dise ça. Parce qu'il n'a pas invalidé mon scénario, en fait il est allé dans mon sens, mais il a mis de l'amour dedans. Et j'ai trouvé ça tellement génial, c'est le meilleur truc qu'il pouvait me dire en réalité. Et pas, non mais t'inquiète, tu pourras faire ci, trouver des solutions pour que je finisse pas sous un pont. J'en reviens toujours pas qu'il me dise ça, Donc voilà, au fur et à mesure,
cette idée est devenue un peu moins terrifiante. À l'heure actuelle, je suis toujours pas la maline sur ces sujets-là, je suis toujours pas genre détente, mais il y a plus d'acceptation. Je m'abandonne à la suite, quelle qu'elle soit, et je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Je vais y revenir, j'ai des projets, mais voilà. Si on prend le point de vue purement émotionnel de toutes mes angoisses et mes terreurs liées à la honte, au manque d'argent, et tout ça très supposé, sacré dossier à traverser ce premier semestre. Olive, on va faire la fête d'Olive? On rentre? Olive, on va faire la fête d'Olive? Maman? N'importe quoi. Donc voilà pour le contexte de cette année. Au final, pourquoi j'arrête? Puisque j'ai traversé tout un tas de questionnements. Et qu'est-ce qui m'a fait trancher? J'ai fait une vidéo pour aider mes tourterelles à décider sur est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir dans mon couple. Et dans cette vidéo, je vous invite à évaluer en termes de pourcentage quelle est la balance de plaisir, déplaisir. La balance de agréable, désagréable. Donc, j'ai utilisé ça pour faire preuve de recul dans VonsM. Et ma balance plaisir-déplaisir, elle est un 20-80, mais à 80 de déplaisir et à 20% de plaisir. Donc, évidemment, vu comme ça, on pourrait se dire, qu'est-ce qui fait que tu es resté aussi longtemps? Les mêmes raisons qu'on se pose les questions de est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part dans un couple, en fait. L'enjeu émotionnel qu'il y a derrière, tout ce que ça cache. Le niveau d'insécurité qui est tellement énorme qu'en fait, on n'arrive même pas à voir qu'il y a un truc à remettre en question. Et oui, parce que c'est une chose d'arrêter son entreprise parce que l'entreprise marche pas, on a coulé le truc et donc faut bien faire autre chose. Mais arrêter une entreprise qui marche, c'est quand même un autre délire. Une entreprise qui marche pas, on n'a pas trop le choix de l'arrêter, elle s'arrête. Et puis même si c'est difficile, on s'abandonne à cette réalité, mais arrêter une entreprise qui marche, c'est un vrai choix. Aucun des deux n'est confortable, on est d'accord, puisque quand on arrête une entreprise qui ne marche pas, on subit la situation, on est dans une position de victime et on n'a pas forcément la sensation d'avoir des leviers. Et arrêter une entreprise qui marche, ça force à prendre ses responsabilités sévères et c'est pas du tout confortable non plus. J'ai dû me décrocher de tous les fantasmes que j'avais cultivés et que la culture entrepreneuriale et certaines personnes ont aussi cultivé avec moi. Donc me détacher de tous les ça va marcher si je fais ça, si je vais voir un tel, ça va résoudre mon problème actuel. Sauf qu'en fait je ne fais que ça. Et ça a été très dur de renoncer à toutes ces promesses, à tous ces fantasmes, à toutes ces solutions apparentes, de renoncer à la course. Puisque si je suis dans une course, c'est que je fuis quelque chose, je combats quelque chose. Donc, pour reprendre tout ce qu'on a vu cette année, c'est du mode sympathique à fond. Et quand on est en mode sympathique, c'est que il y a une menace, il y a une grosse insécurité, et donc on est en mode sympathique pour faire face à cette menace. Donc là, c'est très vulnérable de remettre tout ça en question et de se dire ok, je vais gérer la menace autrement que par ce mode sympathique. Évidemment que démissionner, puisque c'est quand même un peu ça, ça peut être facile pour certaines personnes. Je pense que c'est jamais vraiment facile, mais plus facile peut-être pour certaines personnes, pour qui c'est plus clair. Charlotte Apieto, typiquement, quand elle a arrêté Postadem, quand j'ai écouté son processus qu'elle partage dans son programme, j'ai l'impression que c'était hyper limpide pour elle. Elle a l'air en même temps vachement plus connectée au bon endroit de manière générale dans sa vie, dans son business que moi. Donc ça facilite sûrement les choses. Moi, c'est vraiment un gros dossier d'arrêter.
qui est chargé d'insécurité, chargé de honte. Et quelque part, c'est des choses qui sont là chez moi et à un moment, il fallait bien qu'elles sortent. Donc voilà, c'est aussi un processus initiatique que d'arrêter Viens on s'aime. Parce que dans l'absolu, je sais tout ce qu'il faut faire pour que ça marche comme je veux, parce que ça n'a jamais marché comme je voulais, même si ça a toujours marché. Mais je sais qui aller voir, je sais à quelle porte toquer pour résoudre ceci ou cela. Mais je ne fais que ça. Alors probablement que je m'y prends comme un manche, mais à un moment, la solution que je cherche chez un tel ou un tel, elle peut aussi se trouver dans le fait juste d'arrêter. Globalement, je trouve pas trop ma place, ni dans ce métier, ni dans le système entrepreneurial. J'ai commencé, comme tous les coachs, en faisant des séances individuelles. Et au début, j'en faisais beaucoup et c'était très énergivore. Et donc, je suis passée sur du groupe qui a un côté plus stimulant pour moi et je me retrouve mieux dans le fonctionnement de groupe. Ça va à certains, ça va pas à d'autres en termes de clients, normal. Donc, le coaching de groupe, ça me va mieux. Mais il y a tout le système autour pour faire en sorte que le coaching de groupe soit possible, qui est hyper énergivore aussi. Je veux dire, je suis pas juste coach, ça n'a rien de péjoratif pour ceux qui ne font que ça, mais il y a toute la création de contenu autour. Et je porte tout, et c'est pas obligé, je vais y revenir, mais en fait ça me met dans un système qui en fait me convient pas, c'est pas bon pour moi, et j'arrive pas à transformer le truc de l'intérieur. Je suis pas dans ma zone de génie dans Viens on s'aime. Je sais pas exactement ce que c'est ma zone de génie. La zone de génie, c'est ce qu'on fait naturellement, ce dans quoi on est plus que excellent, et c'est surtout ce qui nous nourrit, contrairement à la zone d'excellence, qui est quelque chose dans lequel on est très bon, on est bien payé pour ça, on a la reconnaissance, et ça prend trop d'énergie. Et la zone d'excellence est la zone la plus piégeuse en fait, et c'est potentiellement là-dedans que je pourrais être dans Viens on s'aime. Puisque même si j'atteins un niveau d'accomplissement, on va dire, qui n'est pas négligeable si on regarde purement le côté entreprise, etc., et que ce métier, je l'ai quand même choisi, je veux dire, s'il n'y avait pas de plaisir du tout et que si je subissais tout, je n'en serais pas à me poser ce genre de questions, évidemment. Au quotidien, je fais plein de trucs qui m'emmerdent, en fait, qui ne m'intéressent pas. Donc je suis pas souvent dans ma zone de génie, à part peut-être quand je fais des vidéos. Je vais y revenir là aussi, mais même là, vidéo pour Viens on s'aime, voilà, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire des vidéos là-dessus toute ma vie? Je ne crois pas. Donc je pense que c'est normal qu'à un moment j'allais arrêter, c'est juste que ça se passe comme ça. Je suis pas en contrôle de tout, donc c'est assez vertigineux. Une autre raison qui alimente le côté déplaisir de ma balance très déséquilibrée, c'est que je ressens une forme de décalage avec une partie de mon audience, dans le sens où il y a des commentaires YouTube qui sont lourds à lire pour moi au quotidien. J'ai de plus en plus de mal à être le réceptacle des difficultés des gens quand moi j'ai pas créé l'espace en moi pour ça à l'intérieur même d'un accompagnement. Ici c'est ok, mais sur les réseaux sociaux, être connecté à toute cette égrégore de personnes en souffrance qui viennent un peu me déposer leur paquet comme ça, mine de rien au quotidien, ça devient dur à gérer. Je me sens en décalage aussi quand on me dit « Ah, merci pour ta générosité dans tes vidéos et tout ». Sauf que je vais peut-être décevoir, mais c'est pas de la générosité. Tout ce que je fais depuis le début dans Viens on s'aime, c'est stratégique, ça fait partie de ce système. Non pas que je ne sois pas généreuse, mais ma générosité, elle est pas là. Et donc parfois c'est un peu dur de lire « Merci pour tes vidéos » parce que moi ces vidéos elles me coûtent. Alors oui c'est toujours ça, oui c'est super que mes vidéos aident les personnes et en même temps j'ai du mal vraiment à trouver cet équilibre entre ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte à moi à titre perso. Avec le temps, j'apprends à reconnaître mes limites dans les différentes zones de ma vie. Ma thérapie m'aide aussi là-dessus. Ça fait longtemps que c'est plus un sujet dans mon couple et dans mon travail, voilà. Il y a un peu tout à faire. Donc je suis pas généreuse là où on me croit généreuse dans Viens on s'aime. Et ça me fait toujours bizarre de lire ça. Je suis sincère, oui, j'ai toujours tout fait avec sincérité, oui. Et ça veut pas dire que j'ai de la générosité nulle part, mais voilà, c'est... il y a un décalage quelque part.
Et pour revenir à ce truc de tout porter, on peut me dire, bah oui, mais si c'est énergivore, si c'est toi qui portes tout, alors que tu génères quand même un chiffre d'affaires qui permet de déléguer, bah oui, il faut déléguer. Sans blague. Bien sûr, je l'ai fait. J'ai pris des prestataires, j'ai pris une petite équipe. Et ça aussi, ça a été très mal géré, en fait, parce que ça m'a été conseillé au mauvais moment, de la mauvaise manière, et moi de base j'y connais rien, et donc j'ai mis des personnes en position d'autorité qui m'ont encouragé à déléguer certaines tâches, un peu comme ça, et j'ai surdélégué au début, je fais un déficit dans ma boîte de dingue, donc après ça m'a mis dans une zone rouge pas possible, j'ai dû rectifier le tir, j'ai réussi à rectifier le tir. Quand on est célibataire, on a des problèmes de célibataire, quand on est en couple, on a des problèmes de couple, il n'y a pas d'endroit où on n'aura jamais de problème, donc quand on a une équipe, on a des problèmes d'équipe. Tout comme quand on a un jardin, on a des problèmes de jardin. Bref, je passe mon temps à régler des problèmes. Bon, c'est un peu la vie, mais j'en ai ras le cul, parce que je passe mon temps à régler des problèmes qui ne m'intéressent pas. J'en ai ras le bol de me demander si j'ai mis la bonne personne au bon endroit, si est-ce que je change de stratégie, est-ce que ça va mieux marcher. Une équipe, ça aide sur certaines choses et c'est une charge financière aussi, donc personnellement ça me met vachement la pression. Et j'ai pas envie d'avoir une équipe. Et je dis ça très très indépendamment de chaque personne avec qui j'ai travaillé, qui sont super. Même cette question de est-ce que c'est vraiment la bonne personne au bon endroit, probablement que si je me pose la question, c'est que j'en suis pas convaincue et c'est que la réponse est non. J'en ai marre de me poser ces questions parce que après, si je veux déléguer plus ou déléguer mieux, c'est encore un autre budget. Et Viens on s'aime, en fait, c'est un stade un peu bâtard. En fait, tu commences à pouvoir déléguer et en même temps, pas suffisamment pour pouvoir passer au palier d'après. Et c'est un peu comme quand on passe de auto-entreprise à entreprise. Faut bien gérer la transition en termes de chiffres, parce que sinon c'est sacrément casse-gueule. Moi c'est ça, mais au palier suivant. Palier que j'arrive pas vraiment à dépasser. Évidemment, je suis inondée de propositions de personnes qui veulent m'aider à développer mon chiffre d'affaires sur Instagram. C'est insupportable, arrêtez de faire ça. J'en ai marre de me poser toutes ces questions. Ça ne m'intéresse pas. Donc oui, quoi qu'on fasse, on aura toujours des problèmes. Là, tu sais quoi, je préfère en avoir d'autres, parce que ceux-là, ils me font chier. Les problèmes que je cherche à résoudre au quotidien ne sont fondamentalement pas des problèmes qui m'intéressent de résoudre. J'ai pas de curiosité à ça, j'ai pas de sens du challenge, j'ai pas d'excitation, j'ai pas de soulagement, c'est des problèmes de stratégie, de posture, de marketing, de management, ça ne m'intéresse pas. À part les notions de pédagogie sur l'amour sécure, où là, oui, c'était difficile, mais ça m'intéressait vraiment, c'est pour ça que je l'ai fait. Et il y a aussi un autre aspect qui me conduit à arrêter, dont j'ai discuté justement avec Charlotte Apieto, c'est que, au final, admettons que je continue comme ça, qu'est-ce qui m'attend ? Je me suis posé cette question-là quand je travaillais dans le graphisme, l'animation, dans une boîte de publicité. Je me suis dit, bon, là, ok, je fais la petite main à droite à gauche, mais c'est quoi, mon chemin tout tracé si je réussis? Ce serait être réalisatrice. Les réalisatrices, quand je vois les autres réalisateurs de la boîte, ça m'intéresse pas trop ce qu'ils font en fait. Je les trouve géniaux, je trouve qu'ils ont un talent de dingue. Les projets sur lesquels ils taffent, ça me donne pas spécialement envie de mettre mon talent dans ces projets-là, au service de ce genre de valeurs, parce qu'évidemment il y a des projets alimentaires. Donc je pense qu'on n'y coupe jamais vraiment, mais c'est en partie ce qui m'a conduit à changer de métier, à quitter cette sphère de l'animation, parce que en fait, réal, finalement, soit t'es réal dans la pub et tu peux bien gagner ta vie avec ça, mais au service de projets qui moi m'intéressent pas, soit t'es le petit cinéma d'auteur et tu fais ton truc super, mais t'es dans une précarité financière montre, aucun des deux m'intéresse. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. Quand je regarde autour de moi les entrepreneurs auxquels je pourrais m'identifier, qui sont à l'étape d'après, est-ce que j'ai tant que ça envie de faire comme eux, de vivre ce qu'ils vivent? Je crois que non. On peut créer tout ce qu'on veut, maintenant soyons réalistes. J'ai mis beaucoup de ressources dans Viens on s'aime. J'en ai moins en termes d'énergie, j'en ai toujours là en termes d'argent, il me reste toujours de la trésorerie, mais j'en ai marre d'investir là-dedans.
Une grande raison pour laquelle j'arrête, c'est aussi que j'ai envie de faire autre chose. Mon critère de succès ultime dans ma vie, c'est faire de la peinture sans me poser de questions financières. Réaliste ou pas, ce n'est pas la question, je me suis mis ça me parle beaucoup. Et je m'étais dit, bon voilà, je vais amener Viancem à un stade où y a pas mal de choses qui sont automatisées et pas mal de choses qui sont déléguées, et donc moi, ça me laisse vachement de temps. Après tout, il y en a qui vivent ça. Mais encore une fois, soyons réalistes, est-ce qu'ils sont vraiment off du business? Non, en fait, si on veut que ça tourne, il faut être impliqué, il faut s'en occuper. Et donc, moi, l'espace créatif que je veux, contrairement à ce que j'ai pensé jusque-là, il n'est pas compatible avec une entreprise comme Viancem, avec ce métier-là. Donc non seulement aujourd'hui je crois que c'est pas compatible, mais du coup ça va pas venir tout seul, faut que j'aille le chercher. Et je dis pas que je vais choper je sais quel mécène qui va financer mon art, mais je crois que je vais essayer de gagner de l'argent autrement. La motivation à faire de l'art aujourd'hui, elle n'est pas financière. Elle part d'un autre endroit, je crois que j'en ai besoin, je crois que c'est juste moi. C'est juste que, comme je l'ai vu dans une citation sur Instagram, la seule raison pour laquelle j'ai envie de gagner de l'argent avec mon art, c'est pour continuer à faire plus d'art. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, je manque cruellement de créativité dans ma vie. Et ça m'éteint. Et au début, Viancem était créatif parce qu'il y avait tout un univers à créer, parce que je découvrais, je construisais vraiment tout cet univers-là, ça me plaisait beaucoup, je faisais les vidéos, je faisais des dessins dans mes vidéos, je faisais même des animations quand je vois ça aujourd'hui, les vidéos du début, le temps que j'y passais. C'était dingue, je peux pas du tout faire ça aujourd'hui. Et ça s'est un peu systématisé en fait. Voilà, ça fait longtemps que j'ai trouvé mes marques là-dedans. On pourrait se dire, du coup, je pourrais retrouver une créativité dans Viancem, mais j'en ai pas envie. Donc la créativité, elle était là au début. Et avec la croissance, c'est d'autres choses qui ont pris la place de cette créativité. Surtout que cette croissance, je l'ai jamais vraiment bien gérée en fait. Et j'essaie juste de rattraper un peu tout ça depuis, et j'y arrive pas trop. J'ai aussi envie d'autre chose parce que comme Viancem prend tout mon espace mental, c'est-à-dire que même si je suis pas dans du full opérationnel tout le temps, en fait, je suis tout le temps accrochée à ça. Et c'est aussi pour ça, je le valide en ce moment même où j'ai moins d'opérationnel, forcément comme j'ai décidé d'arrêter, mais j'ai quand même des petites choses à faire à droite à gauche. Mon espace mental est encore là-dedans. Juste littéralement, je passe mon temps à scroller sur mon téléphone. En fait, j'ai jamais autant scrollé sur mon téléphone que cette année. Donc je vois bien que ça va pas avec. Sans compter que j'ai pris conscience cette année que j'étais isolée, que j'étais pas juste introvertie, que je m'isolais, que j'ai une vie sociale qui est inexistante. Alors oui, j'ai un chéri que je vois souvent, oui, j'ai ma famille, mais alors je vais pas dire j'ai pas d'amis parce que j'en ai, mais je leur parle très très peu. Ils font pas du tout partie de mon quotidien et c'est un problème et j'arrive pas à connecter avec qui que ce soit d'autre en fait. Surtout que j'ai du mal à connecter avec des gens qui habitent pas à proximité géographique immédiate, ce qui est très limitant pour moi. Mais voilà, cette année j'ai pris conscience que ça me manquait et ça me fait de la peine. Jusque-là j'étais tellement la tête dans le guidon que j'étais toute seule, j'étais isolée et je me disais non mais j'ai pas l'énergie et j'étais tellement la tête dans le guidon que j'en souffrais pas. Je vais pas dire aujourd'hui que j'en souffre, mais ça commence à m'affecter. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que les raisons pour lesquelles je fais ce métier, en fait, elles changent. Je vais pas développer trop ça, mais depuis l'année dernière, encore une fois ma thérapie aidant, je reconsidère les moteurs à partir desquels j'ai construit Viancem. Le fameux pourquoi, qui n'est plus le même qu'avant. Et j'ai ma consoeur Brenda Boukris qui a aussi vécu une sorte de tsunami dans sa vie professionnelle cette année, qui avait le même type de business que moi. Et donc elle a décidé d'ouvrir un cabinet, voilà, de continuer ses réseaux sociaux, contrairement à moi qui vais complètement changer. Elle garde son expertise, contrairement à moi qui vais partir sur une reconversion professionnelle. Mais elle a dit un truc que j'ai beaucoup aimé et qui m'a soutenue, que les rêves de la Brenda de 20 ans ne sont plus les mêmes que les rêves de la Brenda de 30 ans. Et moi, quand j'ai commencé ma thérapie, j'y suis allée avec la demande que voilà, j'ai atteint tous mes objectifs, j'ai réalisé tous mes rêves. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais que quand on arrive à ce stade-là, on peut être susceptible de niquer le truc. Voilà. Et donc, je voulais
m'assurer que tout tourne super bien et que je dépasse le plafond de verre dans lequel j'étais peut-être arrivée pour pouvoir faire une suite détonnante. Et donc j'avais une vision en fait de cette suite-là. Je voulais dépasser mon plafond de verre pour donner toutes ces chances à Viancem. Et je crois qu'en fait le plafond de verre, c'est Viancem. J'ai 10 ans de plus que Brenda et mes rêves de 30 ans, bah effectivement, c'est plus les mêmes que la Gaëlle qui va avoir 40 ans en janvier. Ces derniers mois et ces 2 dernières années, j'ai développé des nouveaux rêves qui vont pas avec Viancem. Et donc Viancem coûte trop cher en énergie, en argent, en anxiété, en espace mental. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je suis venue y chercher à titre personnel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cet arrêt et qu'est-ce que ça implique exactement? Déjà, je pense que tout le monde a compris, j'ai pas tourné de vidéo à l'avance, j'ai pas écrit de mail à l'avance, j'ai rien fait à l'avance, donc il y aura plus de vidéos sur cette chaîne, il y aura plus de questions du dimanche, il y aura plus sur Instagram, encore moins, il y aura plus de contenu sur les réseaux. Donc il y aura plus de vidéos sur YouTube et si jamais, chère tourterelle, tu penses que ça va te manquer, que les vidéos de cette année t'ont parlé ou même celles d'avant, eh bien sache qu'il y a plein de vidéos pour poursuivre ton cheminement dans mes programmes, en l'occurrence dans l'amour sécure, puisque j'en ai parlé tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que si les vidéos de cette année t'ont parlé, je ne vais pas ouvrir de nouvelles promos de coaching comme c'était prévu précisément maintenant, mais je vais proposer à la vente le parcours complet des 5 modules en autonomie. Avec Priscilla, l'ingénieure pédagogique, on a conçu le programme pour qu'il soit adaptable à tout un tas de contextes différents et qui fonctionne aussi tout seul, même sans coaching. Évidemment, on va toujours plus loin avec un coaching, mais tu vas quand même pouvoir t'approprier plein de choses, tous les outils, puisqu'on a bossé le programme pour ça. À l'heure où je publie cette vidéo, la vente de l'amour sécure aura lieu à un tarif de lancement à partir de dimanche prochain. Une fois que le programme est acheté, comme tous les programmes, tu gardes accès à vie au programme et également les autres programmes dont je parle de temps en temps seront en promo la semaine d'après. Ce sera une dernière promo, donc s'il y en a un qui te faisait de l'œil, c'est maintenant. Donc grosse vente de rentrée puisque pour la première fois l'amour sécure sera à la vente au tarif de lancement. Après il continuera d'être en vente mais à un tarif un peu plus cher. Et dernière promo sur tous les autres programmes. Sachant que ils resteront aussi en vente. Je ne ferme pas ma société pour l'instant parce que je veux me laisser une marge de manœuvre, sait-on jamais. J'ai conscience que je prends cette décision en étant au bout du rôle et que bah, si ça se trouve, quand j'aurai récupéré de l'énergie, je sais pas, j'aurais envie de faire autre chose avec Viancem. Et puis une société, si jamais je la continue pas avec Viancem, bah ça se transforme. Donc voilà, je veux me laisser le temps de recul nécessaire pour savoir quoi faire d'un point de vue purement administratif. Donc quoi qu'il en soit, si tu es déjà client ou cliente de Viancem, tu as accès à tous ces programmes à vie, ça ne change rien. Et si jamais, encore à ce stade, après tout ce que je viens de dire, quelqu'un se demande pourquoi je ne fais pas plus une longue pause et pas un arrêt, en plus de tout ce que je viens de dire, il y a aussi que une pause, ça veut dire qu'à un moment, je reviens. Et donc ça veut dire que entre-temps, je pense au retour. Et je savais très bien que si je faisais une pause, je ne profiterais pas vraiment de cette pause. Est-ce que je suis en train de faire la pire connerie en arrêtant Viancem? Je me suis posé ces questions à peu près 100 fois. Et je me suis aussi dit, si ça se trouve, je fais la pire connerie de continuer, compte tenu de tout ce que j'ai envie de faire derrière. Et ça, je ne peux le savoir que si j'arrête. Et si jamais j'arrête et que je regrette, je reviendrai. Et ce ne sera pas un coup marketing. Si je reviens, ce sera parce que quelque chose aura changé. Ce sera un nouveau Viancem, une nouvelle version, un nouveau petit bout. Je n'en sais absolument rien et je ne veux pas y réfléchir. Quoi qu'il en soit, le Viancem tel qu'on l'a connu est terminé. Est-ce qu'il y en aura un nouveau après? Ou pas. En tout cas, si ça émerge, je le laisserai émerger. Mais j'ai pas l'intention d'ouvrir un cabinet comme Brenda. Je pars encore une fois sur une reconversion professionnelle. La seule chose dont actuellement je suis à peu près sûre, c'est que si jamais je continue quoi que ce soit, ce sera avec les membres de l'amour sécure, parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui.
Mais je ne relance pas de coaching maintenant et actuellement c'est pas prévu parce que oui, c'est le programme le plus ambitieux que j'ai fait et donc j'ai passé plusieurs mois à le concevoir, à le délivrer en termes de modules et de coaching et mine de rien, voilà, j'ai été très exigeante avec moi sur ce programme et donc c'est ambitieux à porter pour moi aussi. Je veux surtout pas baisser ces exigences-là. Donc là actuellement, comme je n'ai pas l'espace de lancer une autre promo, eh bien je termine juste celle qui est en cours, finalement la seule qui aura existé. Je la termine avec joie, dans le sens, pas dans le sens où je suis contente de la terminer, mais je suis contente d'accompagner ces personnes-là. Et d'un côté, vu le contexte, ça a été demandeur de les accompagner et paradoxalement, ça m'a aussi fait vachement de bien. Il s'est passé des choses très belles et ce n'est pas fini. Et plusieurs fois, je me suis dit, c'est dommage quand même que n'y ait pas d'autres espaces comme ça. Et voilà. Donc une quelconque reprise n'est absolument pas à attendre de ma part, hein. Ce sera juste, quoi qu'il en soit, si jamais il se passe quelque chose, ça aura lieu dans mes emails. Donc je laisse mes réseaux sociaux ouverts techniquement, c'est juste qu'ils ne vont plus être alimentés du tout. Je laisse pour l'instant aussi mon entreprise ouverte, avec les programmes en vente, puisque là, si je laisse tout ouvert, ça va rien me coûter de plus. Donc le temps que je me décide, autant que je laisse ça comme ça. Et puis après, on verra. J'imagine qu'il y a au moins certaines personnes qui se demandent qu'est-ce que je vais faire maintenant, qui ont pu comprendre que je savais pas trop. C'est vrai et faux. À chaque fois que j'ai dit à quelqu'un que j'arrêtais, on m'a demandé « Ah ouais, alors tu vas être paysagiste ?» La question m'a traversé l'esprit, mais j'en suis pas là. C'est un métier que je connais pas du tout. Voilà, et je me sens pas du tout là de réapprendre maintenant un nouveau métier dans un nouveau secteur. Enfin, pour l'instant, c'est trop. Déjà, je vais vivre cet arrêt parce que pour l'instant, j'ai fait qu'en parler. Voilà. Et mine de rien, me mettre à tourner cette vidéo, c'était pas si simple que ça parce que ça rentrait dans le concret. Donc, je vais me reposer. Je vais me refaire une santé physique comme mentale parce que les deux ont pris un peu cher, dans le sens où côté médical ça va, je suis sous traitement et maintenant voilà, j'ai envie de vraiment me remettre au sport sérieusement, si ce n'est au sport vraiment de me remettre en mouvement, de prendre soin de mon corps et de prendre soin de mon système nerveux, enfin bref, me faire un glow-up quoi. Jordan va, je pense, bientôt venir habiter ici. Il a commencé sa mise en mouvement doucement pour venir habiter à la maison. Je ne sais pas quand ça va se faire. On ne sera pas voisins finalement, pour des questions surtout financières. Mais je me réjouis qu'il vienne ici parce que voilà, en fait, je me sens mieux quand je suis avec lui. Donc ça va être vraiment un nouveau chapitre à plein d'égards. Bon, évidemment, je vais passer l'automne dans mon jardin, je n'attends que ça. Mais sinon, je vais laisser du vide pour voir ce qui émerge. Ce qui est pas facile, hein, quand on a plein d'idées, plein d'envies de s'engager à pas les faire tout de suite, juste pour... Est-ce qu'on peut rien faire pendant un temps? Pratiquer le thé, puisque j'ai commencé des cours de cérémonie du thé japonaise cette année. Ça m'a fait beaucoup de bien. Très lunaire que je me mette à ça. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans un autre contexte. Et puis reprendre une pratique artistique, me remettre au dessin, faire de la poterie et voir ce que je peux faire de ça comme nouveau métier. J'ai testé artiste pauvre, j'ai testé non artiste riche. Est-ce qu'on peut réunir le meilleur des deux mondes maintenant? Bon, et puis même, je me suis dit, waouh, si j'ai réussi quand même à faire tout ça, c'est pas rien ce que j'ai fait d'environ ça, même si là, actuellement, je me sens pas encore à l'endroit où je peux célébrer ce que j'ai accompli, puisque voilà, honte, sensation d'échec, machin, bref.
Ben, je me dis, si j'ai fait quand même tout ça, alors que j'étais même pas dans ma zone de génie, normalement la suite elle devrait être cool. Donc j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, je turbine à fond pour leur trouver un fil rouge et voilà, on verra. Je n'en dis pas plus parce que aussi bien avec cet espace que je vais retrouver, ça va complètement changer, mais je viendrai sur cette chaîne informer de ces nouveaux projets. Je n'ai pas l'intention de déserter les réseaux sociaux parce que j'aime Internet. Maintenant, je veux être aussi soigneuse de mon utilisation des réseaux sociaux parce que j'ai fait que scroller toute l'année sur mon téléphone. Je suis très sensible à l'écologie, je suis très sensible à la politique et donc ça me fait facilement vriller. Et je songe à une vie de repli, sans déconner, hein, je me suis posé la question, donc voilà, je vais prendre soin de moi. Bien sûr que j'ai hâte à cette année sabbatique, je sais pas combien de temps elle va durer, est-ce que ça va être 6 mois, 9 mois, 1 an, enfin on verra selon les finances que j'ai réellement. Mais j'essaie aussi de ne pas l'idéaliser. Parce que, mine de rien, je suis en surfonctionnement depuis des années. Là, ça fait quelques semaines que je ralentis déjà. Je m'attends à faire une dépression en vivant mon arrêt, ce qui serait pas grave, ce qui serait, je pense, assez normal. Mais voilà, j'essaie de ne pas idéaliser non plus ce temps précieux. Est-ce que la suite sera mieux? Est-ce que la suite sera plus confortable? Aucune idée. Mais de toute façon, même si jamais elle n'est pas plus confortable, je préfère avoir d'autres problèmes. Donc, tant que c'est différent, ça me va. Bon alors, il y a quand même un truc que j'aimerais faire. Attention, je lance la fusée. J'aimerais beaucoup être présentatrice télé d'une émission de jardin. Alors, c'est pas la peine de me parler de Silence ça pousse comme le fait 100% des gens à chaque fois que je parle de ça. Mais voilà, avec Vie en Sème, j'ai mon petit côté présentatrice télé et j'aime bien ça. Et c'est, je pense, la partie de Vie en Sème que j'aime le plus. Et j'adorerais le faire sur le thème du jardin. Alors, l'avantage avec YouTube, c'est qu'on peut être présentateur télé d'un peu ce qu'on veut et se créer sa propre émission. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'aimerais bien être payée pour ça. Donc voilà, j'ai conscience que c'est très niche, qu'il n'y a pas beaucoup de postes, mais je lance ma petite fusée au cas où quelqu'un parmi vous aurait un filon. Et oui, on peut aussi vivre d'une chaîne YouTube, mais c'est encore un autre délire, un autre modèle économique que j'étudie et on verra. Voilà, je vais peut-être créer d'autres opportunités, je vais peut-être en rejoindre tant que c'est quelque chose qui est créatif et qui me ressemble vraiment et qui rejoint mon essence. C'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Et pour l'instant, ce que je fais qui est le plus moi, qui est le plus mon essence, c'est bien mon jardin. Je veux dire, même dans le mastermind que j'ai fait, je parlais plus de mon jardin que de Vie en Sème. Donc j'ai très hâte de tous les travaux que je veux faire au jardin. Il y a beaucoup de chantiers qui m'attendent. Vraiment, je m'en réjouis. Ça va être hyper génial. Et si vous voulez suivre tout ça, toute cette aventure du jardin, eh bien ça se passe sur mon compte Insta de jardin qui s'affiche ici. C'est là que ma joie elle est. C'est dans mon jardin. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à comment je fais pour que mon jardin soit en quelque sorte mon nouveau métier. Et le fait de voir que j'avais tellement de joie à être dans le jardin, ça a été aussi un indicateur de grande valeur. Quand je voyais le comparatif de l'énergie que j'ai au jardin et l'énergie dès que je me mets à faire un truc dans Vie en Sème. Donc voilà, ça a mine de rien pesé dans la balance aussi. Accepter de passer d'une entreprise que j'ai créée, que j'investis depuis 10 ans quand même, il y a aussi ça, à rien, je sais pas, ça a été hyper dur. Je saurais pas dire si j'ai hâte, si je suis enthousiaste pour l'après, parce que je suis encore un peu dans dans ma sauce, mais il y a plus d'acceptation et je m'ouvre à la suite.
Et nous terminons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux conifère, le Cupressus cashmeriana Blue Wave, qui illumine les jardins et les cœurs de sa couleur bleutée toute l'année. C'est le même que l'année dernière, c'est lui qui a ouvert le bal des conifères sur cette chaîne. 1 an plus tard, le voici absolument magnifique, il a doublé de volume, je suis extrêmement fière de lui. Je vous ai présenté une douzaine de conifères cette année, mais j'en ai 32. Qu'est-ce qu'on va faire des autres conifères? À vos commentaires. Bref, pour conclure sur ce mot de l'année essence, je vois bien que chaque année, quand je choisis un mot, je ne vis pas le mot pendant l'année, je traverse ce qui m'empêchait de le vivre. Je choisis ce mot de l'année comme étant un besoin global et donc toute l'année je travaille à vivre ce truc-là, qu'en général je vis plus tard dans l'année. Enfin, quand je dis je travaille, voilà, c'est un fil rouge quoi. L'année essence n'est donc pas finie. Jusque-là, elle a été vertigineuse, en tout cas pour le premier semestre, et j'avais à cœur aussi de ne pas la terminer comme elle l'a commencé. Arrêter Vie en Sème est clairement la décision la plus difficile de ma vie. Je crois qu'avec ce fil rouge essence, c'était une décision cohérente, nécessaire, pour que je puisse revenir à ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me fait le plus de bien, ce que peut-être je fais encore mieux que Vie en Sème, mais ça je vais le découvrir. Il y a quelque chose aussi qui m'a vachement turlupiné et qui m'a minimum empêché de dormir, c'est qu'en numérologie, je suis en fin de cycle. C'est-à-dire que 2025 est une année 9, et que moi, en tant que Capricorne, je suis aussi en année 9. Comme il y a pas mal de vent, j'espère que ça reste audible. Et du coup, je me suis dit, waouh, voilà, je viens terminer ça dans une année 9. Alors je sais jamais trop quoi faire de ces questions de numérologie, mais voilà, j'observe quand même cette coïncidence-là que je trouve pas inintéressante. Ça veut dire que mon année sabbatique sera une année 1, un redémarrage, et voilà, tout ça a même une cohérence en numérologie. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à faire de Vie en Sème ce que c'est devenu. J'ai vraiment pas fait ça toute seule, et chaque soutien, quel qu'il soit, m'a été hyper précieux. Je te remercie aussi, toi, chère tourterelle, pour ta confiance. Je sais combien le sujet des relations amoureuses est intime, combien c'est une sphère de la vie qui est vulnérable, qui est profonde, et merci sincèrement de m'avoir fait confiance pour une chose pareille. Je trouve que Vie en Sème était un beau projet gagnant-gagnant. Ça vous a permis des choses, ça m'a permis des choses aussi. Alors chère tourterelle, je te souhaite un bon vol, un bon voyage, et on se recroisera probablement, toi et moi, sur une branche ou un caillou. Et surtout, mon ultime dernier mot, c'est merci Stéphane.